Merci Madame la Présidente. Oui, alors je vais vous parler de la vulnérabilité des justiciables face au procès international. Alors la question de la vulnérabilité des justiciables est une question qui va être, je pense, abondamment évoquée lors de ce colloque, auquel d'ailleurs je remercie les organisateurs de m'avoir convié, et spécialement Madame Marie-Daphné Perrin, et de m'avoir proposé d'envisager l'angle du droit international privé. Alors, la question de la vulnérabilité des justiciables est une question centrale, car elle concerne l'effectivité des droits. Entre l'énoncé d'un droit dans une règle et sa réalisation concrète, il y a le procès. Le titulaire du droit doit saisir un juge, plaider sa cause, obtenir une décision, faire exécuter sa décision. Autant d'étapes, autant de possibilités pour que des bâtons apparaissent dans les roues de la réalisation concrète des droits de l'individu et écartent en réalité toute effectivité de ces droits. Alors dans le procès interne, cette question est connue, la scène est connue, elle convoque l'aide juridictionnelle, la question épineuse de l'oralité de la procédure, celle de la représentation, etc. La scène est moins connue en droit international privé. La scène est moins connue en droit international privé lorsque la situation qui donne naissance au procès possède des points de contact avec plusieurs ordres juridiques, avec plusieurs pays. Un consommateur qui va acheter sur Internet un bien auprès d'un site étranger, un parent séparé qui déplace l'enfant sans l'accord de l'autre dans un autre pays, une personne qui en vacances est blessée par exemple et qui, une fois revenue chez elle, voudrait obtenir réparation. Voilà différentes hypothèses de procès internationaux. Alors dans ces hypothèses-là, non seulement on va retrouver les mêmes questions que celles que j'évoquais à l'instant, la question du coût, la question de l'aide juridictionnelle, etc., mais des questions supplémentaires, des difficultés supplémentaires viennent alors se greffer qui résultent des spécificités du procès international. Quel juge saisir, quelle loi appliquer, comment l'établir, comment exécuter sa décision. Alors à cet égard, dans le temps limité qui m'est imparti, et que je vais essayer de respecter, il me semble que la manière la plus simple sera la plus claire, consistant dans un premier temps à identifier précisément comment se manifeste spécifiquement en droit international privé la vulnérabilité du justiciable, avant dans un second temps de s'intéresser aux solutions possibles à cette vulnérabilité. J'envisagerai ainsi, en premier lieu, les symptômes et en second lieu, les remèdes à la vulnérabilité. Alors pour décrire les symptômes de cette vulnérabilité, le plus simple est encore de suivre chronologiquement le déroulement du procès en s'attachant à 3 étapes, au déclenchement du procès, pendant le procès et enfin après le procès. Pour le justiciable, la première difficulté consiste à saisir un juge. Alors ce n'est pas propre à la matière internationale évidemment, mais celle-ci en quelque sorte aggrave le problème puisqu'il faudra potentiellement aller plaider à l'étranger. Alors la difficulté à ce stade doit être précisée. En quoi cela est-il problématique d'aller plaider à l'étranger? Il y a ici 2 types de vulnérabilité. D'abord, il faut se déplacer. Ce qui a évidemment un coût. Et si le litige est international, le justiciable devra vraisemblablement se déplacer plus loin. À cet égard, déjà, le caractère international du procès a un effet dissuasif. Si, pour vous faire rembourser un achat d'un disque sur Internet, vous devez aller plaider en Suède, vous ne vous ferez pas rembourser le disque. Mais il y a plus. Ce n'est pas juste une question de déplacement. Le justiciable va devoir se déplacer, non seulement loin, mais il va devoir se déplacer à l'étranger. Et qui dit pays étranger, dit langue étrangère, autre procédure, risque, dans certains cas, de partialité du juge, parfois fantasmé, parfois réel, autre modalité de représentation, c'est-à-dire un autre avocat, ne serait-ce que cela, pour saisir un juge, on doit prendre un avocat local. Par exemple, si vous voulez aller plaider en Suède, eh bien, il va falloir prendre un avocat suédois. Qui connaît un avocat suédois? Qui connaît un avocat suédois qui parle français, ou en tout cas qui parle une langue lui permettant de correspondre avec son client? Alors là aussi, il y a une difficulté et il y a un coût. Alors évidemment, cette difficulté n'affecte pas de la même manière tous les justiciables. Il est évident qu'une société multinationale qui dispose d'avocats ayant des bureaux ou des relais dans tous les pays du monde aura moins de difficultés que Madame Michu ou la veuve de Carpentras. Mais je pense qu'il faut ici se garder une conclusion hâtive. La ligne de fracture n'est pas ici uniquement entre riches et pauvres. Elle est aussi et surtout fonction du montant du litige. Si le montant du litige est faible,
même si le client est riche, elle ne justifie pas les tracasseries auxquelles expose la saisine d'un juge étranger, ce qui crée concrètement un frein à l'accès au juge, ce qui crée une vulnérabilité. Or, cette difficulté apparaît dès lors que les parties auront besoin de se déplacer, ce qui va résulter d'abord des règles ordinaires de compétence. Et je rappelle que la règle générale en la matière attribue la compétence au tribunal du domicile du défendeur, ce qui veut dire qu'en principe, lorsqu'un justiciable français veut saisir un juge dans un litige international, il va vraisemblablement devoir se déplacer. Alors cela résultera aussi de la possibilité pour les parties, qui est très largement ouverte en matière internationale, de choisir son juge, de choisir leur juge par une clause du contrat, voire même de choisir de ne recourir à aucun juge étatique, mais de soumettre leur litige à des arbitres, c'est-à-dire à des personnes privées. Et à cet égard, il est bien évident que les parties les plus vulnérables sont largement exposées aux pressions et donc aux abus de leurs co-contractants, qui tenteront de leur imposer une clause attributive de juridiction ou une clause d'arbitrage qui leur est favorable. Alors pendant le procès, une fois le juge saisi, et même à supposer que par exceptionnel le justiciable vulnérable français ait pu saisir le juge français de son domicile, l'internationalité du litige continue néanmoins à augmenter la vulnérabilité du justiciable, notamment à deux égards. D'abord, dans certains domaines, en raison de l'internationalité de la situation, les parties disposent de la liberté de choisir le droit applicable. Cette autonomie de la volonté se développe non seulement en matière de contrat, qui est sa terre d'élection, mais également, depuis peu, en matière de délit, en matière de succession et désormais en matière de divorce. Dans tous ces domaines, les parties peuvent choisir la loi applicable. Alors là aussi, on pourrait penser que cette liberté permettra de limiter les difficultés liées au doute quant au droit applicable. C'est manifestement la raison pour laquelle ce choix est possible, et c'est sûrement vrai dans certains cas. Mais dès lors qu'il y a un rapport de force entre les parties au moment du choix, eh bien, la partie la plus forte pourra imposer son choix à la partie la plus vulnérable, et donc choisir une loi qui lui est plus favorable, qui s'avérera moins protectrice de l'autre, augmentant encore cette vulnérabilité. Ensuite, toujours pendant le procès, une autre difficulté assez différente apparaît. En dehors même de toute question de rapport de force, quelle que soit la règle de conflit de loi, il est possible que le litige soit soumis à un droit étranger, choisi ou non. Or, dans ce cas-là, il va falloir établir le contenu de ce droit étranger. Et même si le juge peut participer à l'établissement du contenu du droit étranger, ses moyens restent limités, et il est évidemment de l'intérêt de chaque plaideur de tenter d'établir de la manière la plus complète le contenu du droit étranger afin de pouvoir faire valoir tous les moyens qui lui sont favorables. Alors dans un procès interne classique, il s'agit uniquement d'avoir un bon avocat. Dans un procès international, l'avocat ne connaîtra généralement pas le contenu du droit étranger. Si on a affaire au droit camerounais, au droit singapouréen, eh bien, généralement, les avocats français ne connaissent pas le contenu du droit camerounais ou du droit singapouréen. Il faudra donc, en plus des honoraires de l'avocat, établir le contenu du droit étranger. Alors d'abord, c'est très complexe, et la barrière linguistique se rajoute ici. Il est évidemment plus difficile d'établir le contenu du droit camerounais que celui du droit anglais. Ensuite, c'est évidemment plus compliqué. Pardon ? Même juridiquement. Bon, le droit iranien, que le contenu du droit anglais. Bon, et là aussi, Madame Michu ou la veuve de Carpentras n'est pas dans la meilleure des situations, parce que c'est également très coûteux. Et il va falloir avoir recours à un magistrat, à un professionnel. En général, cela implique d'interroger des professionnels de ce droit étranger et de lui demander de produire une consultation qu'on appelle un certificat de coutume. Et évidemment, ils ne le font pas gratuitement. Cela rajoute des coûts qui viennent encore augmenter la vulnérabilité. Enfin, les manifestations de la vulnérabilité ne s'arrêtent pas avec le prononcé du jugement. À supposer même que notre justiciable ait esquivé toutes les embûches précédemment décrites, il faut encore obtenir l'exécution de la décision. Et c'est là que tout recommence. Quand bien même notre justiciable a réussi à saisir le juge français, a réussi à prouver le contenu du droit étranger applicable et à gagner, il va falloir faire exécuter le jugement, par hypothèse à l'étranger, là où se trouvent les biens de l'autre partie, sauf si le débiteur dispose de biens en France, ce qui ne sera pas systématiquement le cas évidemment. Donc d'abord, il va falloir mandater un avocat à l'étranger pour obtenir l'exécution. Ensuite, cet avocat va devoir obtenir l'exéquatur de la décision, c'est-à-dire la reconnaissance de cette décision et que lui soit octroyée la force exécutoire.
En soi, déjà, le simple fait d'avoir besoin d'avoir recours à cette procédure est extrêmement fastidieux. Si le débiteur avait disposé de biens en France, il aurait suffi d'aller voir un huissier. Mais il y a pire, puisque la reconnaissance elle-même, au-delà du fait même qu'il faut une procédure supplémentaire, peut être lourdement conditionnée dans certains pays. Certains États se contenteront de vérifier la régularité formelle du jugement et qu'elle ne heurte pas leurs principes fondamentaux, mais dans d'autres cas, il faudra remplir certaines conditions. Il faudra prouver que le jugement obtenu est plus ou moins similaire au jugement qui aurait été obtenu à l'étranger si le juge étranger avait été saisi. Ce qui revient concrètement à imposer de refaire juger une deuxième fois le procès à l'étranger, avec à nouveau toutes les difficultés que cela implique. Alors le diagnostic est donc sans appel, le justiciable est fréquemment et à toutes les étapes du procès dans un état de vulnérabilité spécifique au procès international. Ce qui évidemment pose la question de savoir quels peuvent être les remèdes. Pour remédier à ces difficultés, on peut imaginer, et le droit positif implique, deux types d'approches distinctes, presque opposées, qui d'ailleurs ont été envisagées lorsqu'on a parlé du droit comparé. Il est d'abord possible d'appréhender ces difficultés de manière catégorielle, sectorielle et verticale, c'est-à-dire d'appréhender l'ensemble de ces difficultés pour un type de justiciable vulnérable déterminé. A l'inverse, il est également possible d'envisager les difficultés de manière transversale, c'est-à-dire de traiter une difficulté en particulier pour tous les types de justiciables, pour tous les types de contentieux. Alors j'envisagerai d'une part l'approche sectorielle et d'autre part l'approche transversale. Comme en droit interne, le droit international privé identifie des groupes de justiciables qui vont être considérés comme dans un état de vulnérabilité ontologique et par conséquent généralement protégés. Alors on peut citer ici en modèle, évidemment, le consommateur et le salarié. L'un et l'autre, d'abord, bénéficient de règles de compétences dérogatoires. Le consommateur, par principe, peut attraire, de manière diamétralement opposée à la règle générale, peut attraire le professionnel devant le tribunal de son propre domicile. Et il ne peut être attrait que devant celui-là. De manière similaire, le travailleur peut attraire son employeur devant le tribunal du lieu d'exécution du travail, qui est généralement le lieu de son domicile également, et ne peut être attrait que devant le tribunal de son propre domicile. Or, ce n'est pas tout. Afin de protéger l'un et l'autre contre le pouvoir de négociation de son co-contractant, qui pourrait chercher à leur imposer des clauses attributives de juridiction ou des clauses d'arbitrage défavorables, eh bien, celles-ci, les clauses attributives de juridiction, ne sont valables que, et les clauses d'arbitrage ne sont valables que dans des conditions qui les privent concrètement de tout intérêt pour le co-contractant de la personne vulnérable. Concrètement, elles sont exclues. Alors, elles sont exclues sous une seule limite en droit positif actuel, qui est celle des clauses d'arbitrage dans les contrats de consommation, qui fait l'objet d'une règle et d'une protection du consommateur beaucoup plus aléatoire. Les mêmes remarques valent en substance pour l'assuré qui n'est à cet égard en droit international privé traité que comme une catégorie particulière de consommateurs. Alors cette protection, que je viens d'évoquer au stade de la compétence, vaut également pour la détermination du droit applicable. Le règlement Rome 1, qui est applicable, prévoit de manière similaire non pas l'interdiction des clauses de choix de loi qui pourraient être défavorables au co-contractant vulnérable, mais prévoit un système qui les prive très largement d'intérêt, permettant dans tous les cas à la partie vulnérable de se prévaloir des dispositifs de protection prévus par la loi qui a objectivement vocation à la protéger, c'est-à-dire la loi du domicile pour le consommateur et la loi du lieu d'exécution pour le salarié. Alors cette approche sectorielle peut apparaître satisfaisante, en tout cas pour les questions qui sont traitées, dans les hypothèses dans lesquelles elle est consacrée. Elle a toutefois des limites qui sont d'ailleurs paradoxales. D'un côté, l'idée qui fonde cette approche, c'est-à-dire l'inégalité initiale que le droit a vocation à corriger, se retrouve en dehors du droit à la consommation, du droit du travail ou du droit des assurances. Même en matière commerciale. Je pense par exemple au rapport de distribution. Dans les rapports de distribution également, il y a souvent des inégalités économiques très fortes qui permettent à l'une des parties, qui d'ailleurs n'est pas toujours la même, parfois c'est le distributeur, parfois c'est le fournisseur, qui permettent de faire pression sur ce co-contractant et de lui imposer des clauses attributives de juridiction, des clauses de choix de loi défavorables. On peut d'ailleurs ici faire un parallèle avec le développement en droit interne de la logique des clauses abusives qui est passée du droit de la consommation au code de commerce puis au code civil.
Et on ne peut pas, par principe, considérer qu'il y aurait en tout domaine des justiciables qui devraient être favorisés. Ce serait l'antithèse du droit. Alors, si l'on ne peut pas étendre cette approche sectorielle, il convient, me semble-t-il, dans une logique transversale, de traiter les difficultés une par une, et pour tous les domaines, ce qui, on va le voir, en dernier lieu, n'est pas toujours possible. Alors, pour l'approche transversale, on va reprendre les différentes difficultés que j'évoquais en première partie. Celle de la compétence, d'abord. La question de la compétence, à mon avis, la question de la vulnérabilité du justiciable devant les règles de compétence internationale est presque impossible à régler. La difficulté vient en effet de ce que les justiciables, l'un des justiciables, en principe le demandeur, devra nécessairement se déplacer avec toutes les difficultés que cela implique. Si on inverse la règle, c'est-à-dire que l'on donne compétence au tribunal du domicile du demandeur, eh bien alors c'est le défendeur qui va devoir se déplacer et qui va se retrouver dans un état de vulnérabilité, alors même qu'il n'a rien demandé, ce qui, à vrai dire, est pire. À vrai dire, quel que soit le critère de compétence retenu, il sera susceptible d'obliger au moins l'une des parties à se déplacer. La multiplication des critères de compétence que l'on peut observer dans certains domaines, par exemple en matière de divorce ou en matière de délits commis sur Internet, eh bien la multiplication des critères de compétence a la même conséquence. L'une des parties devra quand même se déplacer, à laquelle s'ajoute le risque d'abus de la part du demandeur qui, si on lui offre plusieurs tribunaux compétents, pourra choisir celui qui lui est le plus favorable. Alors dans ce cas-là, on pourrait penser que les clauses attributives de juridiction offrent une solution satisfaisante. Les parties pourraient convenir d'un juge neutre à mi-chemin entre les deux. Alors on a une partie en France, une partie aux Pays-Bas, pourquoi pas prévoir la compétence du juge belge qui se retrouve à mi-chemin entre les deux. Et on pourrait dire la même chose des clauses d'arbitrage. Mais ça reste extrêmement théorique, parce que la pratique montre que ce type de clause désigne très généralement, pour ne pas dire toujours, les tribunaux de l'une des parties, celle qui a su imposer ses vues à l'autre, la plus vulnérable. Le fait est qu'ici, la difficulté réside dans la distance entre les parties, la distance qui, par hypothèse, sépare les deux parties, et tant qu'on n'aura pas de téléporteur, comme dans Star Trek, eh bien, cette distance persistera. À moins que les parties n'aient pas à se déplacer. C'est une autre piste. C'est ce que prévoit précisément un règlement communautaire de 2007 relatif aux petits litiges. Pour les demandes civiles et commerciales d'un montant inférieur à 2 000 €, la procédure peut ainsi se dérouler par échange de formulaires, ce qui évidemment évite aux parties d'avoir à se déplacer, d'avoir à aller chercher un avocat dans un autre pays. C'est l'idée. Mais d'abord, ça ne règle pas toutes les difficultés, notamment de langue et de représentation, parce qu'il peut quand même y avoir un intérêt à aller chercher un avocat pour être mieux défendu. Ensuite, la procédure est très imparfaite, puisqu'en l'état actuel, il suffit au défendeur d'émettre une demande reconventionnelle de 2001 € pour paralyser la procédure, ce qui est quand même pas très difficile. Et surtout, et enfin, ce n'est guère concevable que pour les très petits litiges, là où l'assistance d'un avocat n'est pas absolument nécessaire. Deuxième question, la question du risque lié au choix de loi. Sur ce terrain, la marge de manœuvre est plus large. Le but étant de ne pas permettre à l'une des parties d'écarter toute protection de l'autre, il suffit au fond de limiter la portée du choix de loi en rendant certaines règles internationalement impératives, c'est-à-dire impératives même si les parties ont choisi une autre loi. Alors c'est précisément l'objet des lois de police, qui, même en dehors du droit du travail et du droit de la consommation, bornent en droit positif la liberté des parties au contrat international. Toutefois, sur ce point, l'adoption récente du règlement Rome I a considérablement limité l'impérativité internationale des lois de police, qui deviennent de fait très largement facultatives dès lors qu'elles sont étrangères aux juges saisis. C'est-à-dire qu'un juge n'a qu'une obligation très réduite d'appliquer les lois de police d'un autre pays que le sien. Il suffit donc, là aussi, dans une très large mesure, à la partie la plus forte, d'imposer à son partenaire plus vulnérable une clause de choix de loi, qui écarte normalement la loi qu'il veut écarter, et une clause de choix de juge pour faire disparaître toute protection à la partie vulnérable. Ce qui n'est évidemment pas très satisfaisant. Et il serait à cet égard évidemment souhaitable, il est permis de l'espérer, de prévoir dans la prochaine révision du règlement l'obligation d'appliquer les lois de police étrangères, du moins lorsqu'elles apparaissent acceptables, légitimes, proportionnées.
Question suivante, la question de la preuve de la loi étrangère. Comment prouver la loi étrangère? Sur ce terrain, une convention de Londres existe depuis 1968 et prévoit un système absolument excellent de demande de renseignements sur le droit étranger applicable qui transite par le biais généralement par le biais des chancelleries. C'est à la fois neutre, puisque c'est établi par des organes publics qui n'ont aucun intérêt dans la solution, qui ne sont pas payés par les parties, et c'est à la fois gratuit, et donc ça ne rajoute pas au coût du procès international. Le système est donc très largement, est absolument excellent. Il est malheureusement extrêmement mal connu et très peu utilisé. Il est très mal connu à la fois, semble-t-il, des magistrats et des avocats, et donc très peu utilisé. Alors sur ce point, il serait déjà possible de former davantage les magistrats et les avocats à ce système, j'y travaille, et il serait aussi possible, et probablement plus simple, de mettre en œuvre un système similaire au niveau de l'Union européenne. Dans une logique proche, d'ailleurs, existe le réseau judiciaire européen qui vise à mettre en ligne, dans toutes les langues de l'Union, des informations détaillées sur tous les droits de l'Union dans les différents domaines du droit. Évidemment, ça ne remplace pas une consultation détaillée sur une affaire déterminée, mais ça va indéniablement dans le bon sens, et c'est d'ailleurs déjà très développé. Enfin, dernier gros morceau, la question de la reconnaissance. L'existence même d'une procédure pour faire reconnaître et exécuter une décision et l'existence de conditions plus ou moins lourdes constituent des freins extrêmement importants à l'effectivité des droits. Et là aussi, on ne peut que constater que les choses évoluent vers davantage de souplesse. D'abord, les conditions de la reconnaissance sont réduites à très peu de choses, même en droit commun français. Aujourd'hui, pour qu'un jugement étranger produise ses effets en France, et évidemment c'est quelque chose qu'on observe dans les autres pays également, mais ne serait-ce que qu'en droit français, pour qu'un jugement produise ses effets, le juge français ne contrôlera que, que le juge étranger était compétent, et encore il apprécie cette compétence de manière très souple, 2, l'absence de fraude, c'est bien le moins, et 3, que cette décision étrangère n'est pas contraire aux principes fondamentaux du droit français. En droit communautaire, ça va plus loin, et je parle ici de la matière civile et commerciale patrimoniale. En droit communautaire, seule la contrariété aux principes fondamentaux de l'ordre juridique français est véritablement contrôlée. Seule la contrariété aux principes fondamentaux du droit français peut faire échec à la reconnaissance. Et en ce qui concerne l'existence d'une procédure, la souplesse est également de mise. En droit communautaire, toute procédure préalable a désormais disparu dans la matière civile et commerciale au sens du règlement Bruxelles 1 bis, c'est-à-dire en matière civile et commerciale patrimoniale. Ce qui veut dire que les décisions rendues par un État membre, aujourd'hui, sont reconnues et exécutoires de plein droit en France, et c'est valable dans tous les États membres de l'Union européenne. Ce mouvement de disparition de l'exéquatur, qui a été amorcé avec différents petits instruments, le règlement sur le titre exécutoire européen et le règlement petit litige dont je parlais tout à l'heure, voit donc son achèvement pour tous les litiges intracommunautaires dans ce domaine. C'est évidemment bénéfique du point de vue de l'effectivité des droits, puisqu'une barrière significative tombe. Peut-on aller plus loin? Alors j'ai plus beaucoup de temps, en fait j'ai dépassé le temps, contrairement à ce que j'avais annoncé. À vrai dire, la question est peut-être, n'est-on pas déjà allé trop loin? Il y a en effet d'autres considérations que celle de la vulnérabilité, même si on est dans un colloque sur la vulnérabilité, il y a d'autres considérations. En l'occurrence, la qualité de la justice rendue. Et on ne peut abaisser ces barrières, me semble-t-il, qu'à condition que soit établie au moins une certaine équivalence entre la justice rendue là-bas et la justice rendue ici. En dehors de l'Union européenne, avec les pays tiers, il est délicat et à mon avis impossible d'établir a priori une quelconque équivalence, ce qui justifie qu'il y ait un contrôle. Et même dans l'Union européenne, on peut se demander si l'on n'a pas un petit peu mis la charrue avant les bœufs. Car si les individus peuvent être vulnérables, il en va aussi également ainsi de la justice et du droit et de la règle de droit, ce qui, je crois, est l'objet de la prochaine intervention. Je vous remercie.